en est le conflit de l'eau au SIAG? Depuis lundi, plusieurs communes ont été touchées par des coupures d'eau. En dépit du service minimum mis en place par les salariés grévistes, la situation n'est toujours pas revenue à la normale dans certains quartiers. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et après la philosophie hier, les élèves de première avaient rendez-vous avec les épreuves de français. Un avant-goût de l'examen qu'ils auront à affronter l'année prochaine. Entre dissertation et commentaires de texte, ils ont joué la prudence en choisissant de commenter certains auteurs. Et jour fatidique pour les ouvriers de la banane en Guadeloupe. Une rencontre était organisée aujourd'hui en présence du préfet et des patrons des exploitations de bananes. Sur la table des négociations, la question de la mensualisation des salaires. Mais avant, ils avaient organisé un défilé dans les rues du chef-lieu. Et la chorégraphe Raymond Pater-Taurin a confié la création de son prochain spectacle à un jeune mornalien, Ludovic Divrendre. Celui-ci sera présenté au grand public le 30 juin prochain au Palais des Sports du Gosier. Elle sera notre invitée ce soir pour en parler. Et bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après une nuit d'angoisse sans eau dans les robinets, l'eau est finalement revenue progressivement dans de nombreuses habitations desservies par le SIAG. Les salariés grévistes ont ainsi consenti à la mise en place d'un service minimum, mais plusieurs témoignages laissent entendre que les choses ne s'améliorent pas dans certains quartiers, notamment à Saint-François. Reportage Karen Diam. Dans cette section de Saint-François, les habitants sont excédés. Depuis 2 jours, l'eau manque dans leur robinet. Depuis lundi, le panier de l'eau, nous avons vu ça vraiment très mal. Le premier côté qui est coupé, et pour tenir pour mettre de l'eau, c'est nous à la couler. Nous panier de l'eau, ça a duré. Même si on vous compte la commune pose la question, ah bon, nous passons au panier de l'eau, c'est voilà, c'est comme ça. Juste à côté, même constat pour Georges, marin-pêcheur de profession. Depuis avant, il y a le point de l'eau là, on a des amis qui voyaient SMS pour faire ça après. Après, en fait, ils réservent. Mais ça c'est difficile parce que depuis l'année dernière même, il y avait toute réparation qu'il a fait. C'est nous qui ne pouvions plus miser dans l'affaire de l'eau là même. Il a été 4 jours, 6 semaines sans de l'eau. Depuis en mars à septembre, pas de l'eau. Et là, à présent, il y a lui envoyer certains côtés, mais nous ne pouvons toujours. Si tous sont excédés, ils n'ont eu d'autre choix que celui de la débrouillardise, devenue une habitude. Si l'on met, c'est ça, il veut, c'est souffert, nous pas souffert. La preuve, regardez, c'est obligé de passer là, je travaille au sol là, passer tout partout, on voit ça, dormir, c'est bidon là. Si depuis 2 jours, ces familles vivent un véritable calvaire, elles ont du mal à en comprendre les causes profondes. Non, en 2017, nous ne allons pas couper de l'eau. Vous pouvez imaginer peut-être un maman enfant qui a été à la densité. Un madame qui a été tout seul à la densité, un petit fille. Et un petit bébé en situation de bébé. C'est mon pas conscience ça, mais pour on ne pas couper de l'eau comme ça. Elle coupe, elle arrête à baigner. Je sais pour venir baigner, baigner casa baigner, c'est moi. Je sais mon ça, c'est qui amène le pays là, elle va juste l'eau, elle va juste l'eau. Le président de la région actuellement, le conseil général Charles, c'est pas nous pour nous habiter. Allez là, c'est votre élection. Pourquoi on n'a pas voté? Non, jamais. Avant, c'est négocier quoi? Peut-être vous soyez là et vous prenez une semaine prochaine. Négociation, c'est ça. Ils sont en train de dépanner les peuples. Mais nous ne parlons pas comme ça parce que là, vous facture là-bas pour payer, pas dire pour négocier facture là. Dans le même temps, une nouvelle rencontre avait lieu ce matin entre l'UNSA et la direction du SIAG. Aucune avancée notoire n'a été actée. Seule nouveauté, la CGTG a également déposé un préavis de grève. Une intersyndicale devrait bientôt voir le jour. Et après ceux de terminale, c'était au tour des élèves de première de passer l'épreuve anticipée du baccalauréat de français. Isabelle Hameau a rencontré quelques-uns à la sortie de l'épreuve. Regardez. Première épreuve stressante avant le bac final, celle du français. Des milliers d'élèves en classe de première ont planché sur des auteurs emblématiques de la littérature française. Dans cet établissement, 3 objets d'études sur les 4 étudiés en classe étaient au choix. La sélection a été un peu diversifiée puisque nous avons eu quand même 3 objets d'études sur les 4, en tout cas pour les séries scientifiques et économiques. Ça veut dire que les séries technologiques ont eu à réfléchir sur le roman, les séries scientifiques sur la poésie et les séries littéraires sur l'argumentation. Donc je crois que, moi ça m'a fait plaisir. Ce sont des sujets et une variété que j'ai trouvé appropriée. Les élèves sont tous différents, donc ils ont des faiblesses, des points forts et je crois que la variété leur a permis de rebondir.
Si l'année dernière, toutes les séries étaient confrontées à l'objet d'étude de la poésie, avec des textes soutenus par rapport à leur niveau, cette année, une grâce leur a été offerte avec Soupeau, Prud'homme ou encore Albert Birot. J'ai préféré choisir le sujet d'invention parce que c'est le sujet que je maîtrise le plus. Et aussi parce que le commentaire, ça ne va pas trop. Et la dissertation, je la sentais pas. C'était plus le sujet d'invention. Personnellement, c'était plutôt facile. J'ai bien compris le texte. Donc c'était vraiment facile pour moi. J'ai choisi le commentaire parce que je l'avais préparé. Je me sentais à l'aise dessus. Et c'est tout, parce que je me sentais vraiment à l'aise. Et j'ai toujours pris le commentaire. Donc je n'allais pas choisir quelque chose d'autre. Après l'écrit viendra l'oral, où les élèves seront cette fois-ci confrontés à un texte parmi ceux étudiés en classe. Pas de secret de réussite, des révisions et une bonne culture générale. Et les services de l'État et la sécurité civile seront-ils prêts en cas de cyclone? Depuis quelques jours, la préfecture avait mis en place l'exercice de simulation cyclonique nommé Zélie. Un point presse a d'ailleurs été mis en place ce matin sur les leçons à tirer de cet exercice. On écoute les conclusions de la directrice adjointe de cabinet du préfet interrogée par Isabelle Hameau. Pour ce qui concerne le déport du COD, on a eu finalement très peu d'incidents techniques de faible durée. Il y en a eu parce qu'évidemment il y a un petit temps d'adaptation, mais l'exercice s'est déroulé quasiment de la même façon qu'il se serait déroulé si nous avions été à Basse-Terre, avec une chaîne d'information vis-à-vis des communes qui a été respectée. Toutes les communes ont bien eu l'information que nous étions en exercice en alerte rouge. Nous suivons Météo France, puisque c'est en fonction des bulletins, des informations, des éléments que Météo France nous transfère. Nous sommes en contact régulier et le représentant de Météo France était avec nous au COD pour nous expliquer ce à quoi nous pouvions nous attendre. Et dès qu'il y a un changement dans le niveau d'alerte, le préfet déclenche évidemment des communiqués de presse pour que l'ensemble de la population soit avisée par les communiqués radio, télé, aussi longtemps que les télés fonctionnent. Et bien évidemment, nous lançons au sein des collectivités et au sein des services la même alerte pour que chaque mairie, chaque service de l'État puisse relayer l'information. Il faut absolument prendre la mesure des alertes qui sont lancées. Lorsque l'on passe en rouge, il y a déjà eu la fermeture des écoles, il y a déjà eu un certain nombre d'avis qui ont été donnés de se constituer son kit, de vérifier qu'on a un approvisionnement en eau, en nourriture suffisant. Mais évidemment, il ne faut pas réaliser au moment où on passe en alerte rouge qu'on a oublié de faire son approvisionnement, qu'on n'a pas fait le plein de carburant, le changement de sa bouteille de gaz et qu'on risque de se retrouver à devoir sortir alors même que le plus sage, c'est déjà de commencer à regagner son domicile ou un abri sûr lorsque le domicile ne l'est pas. Et c'est aujourd'hui qu'une rencontre était organisée par le préfet entre les ouvriers de la banane et les patrons des exploitations. Depuis le 18 mai, les ouvriers agricoles de la banane de 17 exploitations sont en grève pour réclamer notamment l'application de la mensualisation. Une mesure applicable dans le secteur depuis 1989. Mais avant cette rencontre, ces derniers s'étaient rassemblés dans les rues de Basse-Terre. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Depuis le 18 mai, les ouvriers agricoles des exploitations bananières sont mobilisés. Un mois après la reprise du travail à Bois-Debout, les ouvriers des autres plantations ont décidé d'exiger l'application de leurs droits. Alors aujourd'hui, nous, en la rue Basse-Terre, c'est pour le même mouvement grève là qui commençait depuis le 18 mai. Donc c'est-à-dire l'application de la mensualisation de salaire, la retraite complémentaire et les primes de fin d'année. Ils ont multiplié les actions pour alerter la population sur leurs conditions de vie et de travail. Ce matin, ils ont voulu informer les habitants et visiteurs de Basse-Terre, une façon pour eux de demander leur soutien. Nous attendons soutien pour que la négociation là, ça peut finaliser. Parce qu'après un mois, le patron bonhomme qui prend travailler pour chien. Donc nous pensons que ces patrons-là qui ont volé nous, ni non, ils ont volé nous. Nous pensons qu'il y a une situation, des négociations pour appliquer la loi que j'ai votée. C'est tout ça nous demandons qu'ils appliquer la loi. Après 3 semaines de grève, ils restent motivés, ils sont en colère. Ils veulent l'application de la loi. Il faut donc s'attendre à un durcissement du conflit si les revendications n'étaient pas actées.
Et à l'heure où je vous parle, les négociations sont toujours en cours entre le préfet, les patrons des exploitations et les ouvriers de la banane. Et puis en Martinique, une femme de 67 ans a été obligée de quitter sa maison à cause de l'effondrement d'un mur de soutènement au quartier Hermitage hier à Fort-de-France. L'incident a provoqué un glissement de terrain, mais la zone serait sous contrôle selon les équipes techniques de la mairie. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Il est 16h15 quand la résidente de cette petite maison se fait réveiller au beau milieu de sa sieste par un bruit sourd. On a entendu la pierre est tombée et puis ça a touché le mur de ma chambre. Ce bruit, ce n'est nul autre que celui du terrain de son voisin du dessus qui s'est écroulé. Un jeune homme qui disait que le mur, qu'il y avait un problème avec le mur de la maison, enfin la maison, une partie du mur était tombée chez la voisine et que c'est ennuyeux pendant qu'il pleuvait et le mur est tombé. Bon, la terre est gorgée d'eau et le mur n'a pas de fondation, quoi. Il faut refaire ce mur. Bien que le mur ait retenu les décombres, il a tout de même été endommagé. Un incident dû aux intempéries d'hier qui ne fait aucun blessé, mais qui aurait pu être bien plus grave. Les équipes de la mairie ont tout de suite été prévenues. On est venu sur place, on a constaté les dégâts et depuis ce matin, les équipes sont sur place pour mettre en sécurité. On a un petit peu déblayé. On est en train de rajouter des tuyaux qui sont cassés, donc qui envoient de l'eau dans le talus. On va mettre un géotextile, un polyane de protection pour éviter que l'eau continue à s'infiltrer. Et bien sûr, on va continuer toutes les investigations nécessaires pour essayer de préconiser les travaux futurs. Cet incident n'est pas le premier dans le quartier où plusieurs anomalies ont déjà été remarquées. Ça m'inquiète puisque j'ai ma mère aussi, elle a eu des problèmes il n'y a pas longtemps. Toutes les égouts sont remontés à la fête des mères justement. J'étais encore là-bas. Les égouts sont remontés. Bon, c'est vrai qu'ils ont bien nettoyé, ils ont bien débouché, mais il y a encore des endroits bouchés parce que hier, avec la pluie, il a fallu encore écoper. Alors, on ne finit pas. En attendant une inspection de plus grande ampleur dans le quartier de l'Hermitage, le nettoyage du terrain, lui, s'est terminé en fin de journée. Et direction les assises de Lyon maintenant, où s'est ouvert le procès du présumé meurtrier de Jérôme Joseph. Le Martiniquais âgé de 36 ans a été assassiné par 44 couteaux le 18 décembre 2014 dans la banlieue lyonnaise. Au moment des faits, la victime circulait en fauteuil roulant et cultivait du cannabis dans son appartement. Le présumé meurtrier d'origine guadeloupéenne s'était rendu lui-même à la gendarmerie. Face aux jurés aujourd'hui et à la famille présente, il a présenté ses excuses et ses regrets. C'est une famille soudée qui se retrouve à Lyon 2 ans et demi après le meurtre de Jérôme. Ces habitants du quartier Épinay-Grand-Fleur à Sainte-Luce ont retrouvé leur fille qui vit en Eure-et-Loire pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé ce 18 décembre 2014 dans la banlieue de Lyon. Et ils n'attendent qu'une chose. Les mots pour dire exactement ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse avancer. Parce qu'essayer d'inventer une histoire et qu'on n'arrive pas à se retrouver dans ces mensonges, c'est encore plus difficile et en train de patauger et honnêtement, on ne va pas aller loin. À la barre, Kevin Lejar, dont la mère est guadeloupéenne, soumet des excuses à la famille. L'homme de 27 ans aujourd'hui reconnaît les 44 coups de couteau portés mortellement à Jérôme dans cette bagarre qui a éclaté autour de la vente de 100 grammes de cannabis. Il a indiqué avoir réagi, avoir donné le premier coup, avoir provoqué la bagarre, mais s'être retrouvé dans une situation où il était acculé, tenu par la ceinture d'une part et menacé d'un couteau d'autre part, pour ensuite avoir, lui, asséné un grand nombre de coups qui se sont avérés pour certains mortels. C'est difficile à entendre pour la famille, peut-être difficile à entendre aussi pour l'accusation, mais l'enjeu, c'est que la cour d'assises accepte la parole de Lejar, qui n'a jamais varié pendant ce procès. Un procès qui permet aussi à cette famille de faire son deuil 30 mois après le meurtre dont ils n'ont pas pu voir la dépouille. Pour moi, mon frère, il est toujours là, certes. Je sais pas. Le fait, certes, lors du procès, je suis tombée sur des photos. J'ai vu des photos qui sont au loin, je l'ai vu. Je commence à accepter son départ. Mais je sais pas, il me manque quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il me manque encore quelque chose pour me dire enfin, ça y est, je passe à autre chose. Pour homicide volontaire sur personne vulnérable, le champion de France d'handibox se déplaçant en fauteuil roulant, Kevin Lejar encourt la prison à perpétuité. La famille attend le verdict avec sérénité.
Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Petit aperçu, y aura-t-il une forte abstention pour le second tour des législatives? Nous le verrons tout à l'heure. Et puis panorama des plus belles offres de croisière sélectionnées par Linda Kayarsi dans quelques minutes. Avec près de 80% de taux d'abstention au premier tour des élections législatives, de nombreux candidats redoutent une abstention massive des électeurs guadeloupéens. Nous avons rencontré justement les électeurs de la 3e circonscription. On écoute leurs commentaires. Ben oui, hein, c'est très important d'écouter. Et de l'écoute, eh ben, on peut comprendre et puis obéir après. Je vous ai dit, je vais toujours voter parce que c'est un droit. Des gens se sont battus pour, donc je dois faire mon devoir de citoyenneté. Mais savoir qu'est-ce qui va changer, depuis que je suis née, je ne vois pas trop ce qui change dans la vie. Eh ben, j'ai voté au premier tour, je voterai au deuxième tour. Voilà, j'ai mes idées, j'ai mon opinion, donc ça n'a pas changé. J'avais déjà mon opinion avant, malgré effectivement tous les candidats, mais voilà. C'est du carnaval. Alors, il faudrait que les gens se mettent sérieusement au travail. Donc moi, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout, cette élection. Non, ça ne va pas me faire changer d'avis parce que mon poulain, il est hors course maintenant. Il a été éliminé dès le premier tour. Mais quand même, il est passé haut la main dans sa commune. Donc, il a donné consigne de vote. Mais moi, je ne pense pas que je vais suivre ces consignes. Ah oui, c'est sûr. L'enveloppe, elle était trop grosse. Là, c'est bon, ça s'est éclairci. Je peux aller voter. On verra bien. Tout est possible. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer? Des trucs qui pourront nous aider, nous les jeunes, à l'avenir, par exemple pour les conditions de travail, d'adaptation, nous aider pour nos stages en entreprise et nous faire, enfin, nous aider à nous insérer professionnellement. Non, je ne vais pas changer, l'idée va rester de même. En fait, déjà, le passé du candidat au sein de la circonscription, et c'est tout. Hein. Puis il n'a pas changé les épaules. Hein. Ça y passe au premier tour, c'est reconnaître la candidature fin faire évidemment. Finir les affaires là, reconnaître. Deuxième tour, là, pas de problème. Hein. C'est toujours même idée là, un peu changé. Hein. Et la campagne d'entre les deux tours est-elle susceptible de faire changer d'avis les électeurs de la 4e circonscription? Petit aperçu avec Moïse Dexter et Patrick Curie. C'est vrai que ça ne m'a pas vraiment motivé jusqu'à maintenant. Parce que je n'ai pas d'éléments pour pouvoir ni juger, ni comparer, ni donner un avis. Donc je préfère, dans ces cas-là, m'abstenir. Pas du tout. Il y avait trop de candidats. Ça nous a tous embrouillés. Bon, maintenant, il y en a donc on pourra peut-être faire un meilleur choix. Mais après, peu importe le choix, ce sont les résultats par la suite. Ça dépend de ce qu'ils vont proposer en fait. Il faut dire que là, ce que moi j'ai pu voir, il y a Madame Vainqueur qui est devant. Ça veut dire que, voilà, elle a proposé des choses qui s'avèrent un peu plus intéressantes que Monsieur Arbault, c'est ça. Mais j'espère qu'il va proposer des choses plus intéressantes pour la jeunesse de France, la jeunesse des Antilles aussi. Ouais, non, j'en ai c'est tout. J'en ai mon on va changer d'avis. J'en sais qui m'en a voté, pas de problème. Non. Pas si position m'arrête dans les. Ah, si on prend une décision, on va faire marche arrière, moi. Hein. Bon, c'est conseillé, hein, naturellement. Oui, bien sûr. J'essaie de. Oui, bien sûr. Non. Parce que tous les matins, il faut que je vienne travailler, c'est toujours la même chose, rien ne change. Moi, au salon bien, moi, même pas à voter. Les élections, ça ne m'intéresse pas. Je choisis un candidat, je vote, balle finie, violon, sac. Et ce mois de juin est tout aussi riche au niveau culturel en Guadeloupe. Connue pour ses talents de chorégraphe, elle a décidé pour son prochain spectacle de mettre en lumière un jeune en lui confiant les rênes de la création artistique de son prochain spectacle. C'est Tibet qui sera révélé au grand public le 30 juin prochain au Palais des Sports du Gosier. Raymond Pater-Thorin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir ici. Raymond Pater-Thorin, quelles sont les raisons qui vous ont motivé, donné l'envie de donner comme ça les rênes de ce spectacle à un jeune? Donc bonsoir tout le monde. Effectivement, je crois que c'est mon métier qui veut ça, puisque je suis d'abord un professeur d'éducation physique et mon but est de transmettre
sous toutes les formes, que ce soit par rapport aux activités que j'enseigne, qui est l'éducation physique et sportive et l'art danse, mais aussi par rapport à ma passion, notamment tout ce qui entoure les messes et l'habitude à mon Guadeloupe, en danse et en mouvement. Et l'idée, c'est que je crois que tout le monde est utile, pour monde pas indispensable, et personne ne sait ni le lieu ni l'heure. Et il est important pour pouvoir faire perdurer ce pour lequel on s'est battu, eh bien, de transmettre le flambeau aux plus jeunes et d'avoir suffisamment aussi de temps pour pouvoir les accompagner. Donc, j'attends pas d'être gaga ou d'avoir un petit problème. Tout le monde a Alzheimer tellement vite ces jours-là, ça. Alors, donc, j'ai décidé, depuis quelque temps quand même, puisque il y a 2 ans de cela, c'était Isabelle Falla qui était aux commandes. Et là, maintenant, c'est ce jeune qui a commencé avec Divrand Ludovic, qui a 28 ans, qui a commencé avec nous à 14 ans. Et donc, ce jeune que je trouve assez pertinent dans ses choix, et notamment dans le choix de cette problématique, c'est Tibet. C'est Tibet. Que signifie, que représente ce spectacle? Alors, c'est un spectacle qu'il veut être un peu le chantre de tout ce qui est nos messes, l'habitude des traditions autour de la mort. Nous avons une manière bien philosophique d'aborder la mort. Tout le monde a peur, mais en Guadeloupe, en particulier, quand vous débarquez dans une veillée et que vous n'êtes pas d'ici, vous dites « Attendez, c'est quoi ?» C'est sûr que les gens, il y a quelqu'un qui est mort, qui a du chagrin. Oui, il y a du chagrin, mais il y a tellement d'autres émotions qui viennent pour pouvoir permettre aux gens de passer ce cap, certes difficile. Et c'est au sortir d'un enterrement d'une amie, à qui vraiment je dédicace ce spectacle, qui est parti il y a 2 ans. Et Ludovic et moi, on était derrière à l'enterrement. Et puis il me dit, et on voyait le balai des gens qui se balançaient à droite et à gauche. Le cortège funèbre ressemblait à quelque chose de très gai avec les chapeaux, les étitards. Et il me dit, et si on faisait un spectacle autour de ces habitudes bien guadeloupéennes d'enterrer les morts? Je lui dis, mais t'es complètement fou, mais c'est beau ça d'être fou. Et Raymond Thor, on va regarder justement un court extrait, une répétition avec Ludovic Divrand. On regarde ensemble. Très bien. Un spectacle intergénérationnel, mais aussi interdisciplinaire. Vous avez invité d'autres artistes. Je pense à Thierry Lima, artiste plasticien, Fabrice Troupé, Malika Thérésine et la Blue Melody School, groupe de gospel assez connu en Guadeloupe de Peggy Nanette. L'idée, c'était de rassembler tout le monde. L'idée, c'était de rassembler tout le monde parce que nous sommes des Guadeloupéens. Et malgré toutes nos obédiences, soit religieuses ou us et l'habitude, comme on dit, ben, malgré tout, on a ce même état d'esprit. Et il y a aussi au Chanty un groupe de danse indo-guadeloupéenne avec Madame Ragoubert. Mais tout cela, ce sont des personnes qui ont une manière particulière, sensible et singulière de voir cette thématique. Et comment dire, je vais prendre une phrase de Bob Marley que j'aime beaucoup et qui dit
alors qu'on a traduit la peine pas vaut, prend la vie au sérieux, de toutes les manières, nous pouvons sortir vivants dans ça. Alors, tant qu'à faire, aimons la vie. Et après la mort de Tibet, c'est encore une expression pour dire, prenons la vie avec joie, et quel que soit ce qui se passe, il y a toujours une porte ouverte et une porte positive. Alors c'est ça, c'est Tibet, que je vous invite à venir voir le 30 juin au Palais des Sports du Gosier. Faites vite parce que ça part très vite, mais en tous les cas, venez prendre de l'émotion et toute forme d'émotion. Merci Raymond Pater-Thorin d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir sur ATV. Guadeloupe, on continue à parler des disciplines artistiques qui sont de plus en plus considérées comme des matières à part entière dans le système éducatif, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire en Guyane. L'une des classes à horaire aménagé musical travaille depuis le début de l'année sur un projet de musique assistée par ordinateur, l'occasion pour eux de découvrir une nouvelle discipline. On regarde leur reportage et puis leur création. Dans cette salle de classe, pas de cahiers ni stylos, mais plutôt claviers et casques. Les élèves de 5e de la section CHAM du collège Gérard Holder assistent à leur cours de MAO, la musique assistée par ordinateur. Ils sont accompagnés par 2 enseignants, initiateurs du projet. La MAO, c'est une discipline qui était justement au départ qui vient des pays anglo-saxons et qui regroupe un peu tout ce qu'on fait quand on est dans un studio d'enregistrement, à savoir la prise de son, la programmation MIDI, le mixage et le mastering éventuellement par la suite. Donc ce sont des enfants qui sont déjà musiciens ou apprentis musiciens qui en tous les cas ont déjà une oreille, ils pratiquent un instrument, ils s'y connaissent un minimum en solfège, ils ont leur base et donc c'est beaucoup plus facile de leur expliquer comment rentrer une ligne de basse, une guitare, un piano, etc. En plus de leur enseignement normal et de leur cours de musique, ces 25 élèves suivent donc ce cours de 2 heures chaque semaine afin de mener à bien ce projet interdisciplinaire. C'est un projet qui nous est venu tout simplement parce qu'on a ces temps-ci avec les nouvelles réformes, on doit travailler en interdisciplinarité autant que possible. Et donc là, l'interdisciplinarité anglais, parce que c'est une discipline anglo-saxonne au départ, et la musique qui est une évidence. Le but du projet au départ, c'était de les familiariser avec justement le domaine du studio, de l'enregistrement. Mais la finalité reste quand même qu'ils puissent justement enregistrer en 3e. C'est un projet qui est en 3 ans, ils sont en 5e. Et à la fin de la 3e, on a bon espoir qu'ils arrivent à produire justement une œuvre. Alors ce sera soit un morceau, soit une compilation, on verra en fonction de la créativité de certains. Et l'objectif, c'est justement qu'ils sachent déjà, puisque certains se destinent à des métiers de la musique, qu'ils aient déjà testé ce genre de discipline. Durant 3 ans, ces élèves perfectionneront leur niveau dans cette nouvelle discipline et découvriront donc l'univers d'un studio d'enregistrement. L'objectif pour la fin de la 3e, la production d'une œuvre. C'était un projet qui me tenait à cœur parce que je trouve que ça valorise aussi les élèves. Il faut trouver un moyen de les motiver parce que l'école, parfois, c'est pas forcément leur tasse de thé. Bon, cette classe-là, c'est pas trop le cas. En général, on a quand même de très bons élèves. Mais on aimerait justement ouvrir ce projet à d'autres classes pour familiariser les élèves à ce genre de discipline. Et on manipule quand même l'anglais, on manipule un peu de la musique, mais aussi du français, des maths, de la physique et les outils informatiques. Donc je trouve que c'est quand même assez complet comme discipline. Une première pour ce projet qui devrait se renouveler par la suite, l'occasion pour des jeunes, musiciens ou non, de découvrir cette nouvelle discipline. Et un tout autre sujet maintenant, les Guadeloupéens raffoleraient de croisières. Quelles sont les offres du marché? Comment s'y prendre? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les croisières avec Linda Kayarsi. Large choix d'itinéraires, navires tout confort et de luxe, la croisière fait des émules. Et cette aventure maritime, qui se veut inoubliable, débute dès l'agence de voyage. Tout d'abord, on va essayer de savoir sur quelle période vous souhaitez partir en croisière. Parce que vous avez le choix entre les départs de Pointe-à-Pitre et les départs d'ailleurs. Au départ de Pointe-à-Pitre, la saison débute au mois de novembre, généralement, et se poursuit jusqu'au mois d'avril. Sinon, on propose des croisières toute l'année, mais au départ d'autres ports, Miami, au départ de Porto Rico, au départ de la Havane maintenant également. On propose également des départs en Méditerranée, l'Europe du Nord, enfin sur tous les océans du monde. Il existe plusieurs compagnies de croisière et donc plus facile de trouver son bonheur chez les spécialistes qui regroupent toutes les offres. Certains vont privilégier le navire, la vie à bord, le service à bord, et d'autres vont privilégier les circuits. Alors, si vous avez déjà fait par exemple 2 ou 3 circuits dans la Caraïbe, 3 croisières dans la Caraïbe, les circuits se ressemblent, vous aurez envie de partir d'ailleurs pour connaître d'autres destinations, d'autres ports. Voilà. Et puis certaines compagnies proposent des services qui sont un petit peu différents, de très très gros navires, de très très beaux navires,
qui sortent tous les ans. On a quasiment 2-3 navires extraordinaires qui sortent tous les ans. Et nos compatriotes aiment les découvrir également. Bien entendu, le sentiment de liberté en pleine mer a un coût, mais reste cependant de plus en plus accessible. Les tarifs sont très attractifs. Pour une famille de 4 personnes sur de la basse saison, par exemple, on débute à moins de 500 € par personne. Les forfaits de séjour à bord sont inclus, les forfaits boissons, la croisière en pension complète au départ de Pointe-à-Pitre. Pour les enfants de moins de 18 ans, on est à moins de 150 €. Donc on réalise que avec un budget de 1000, 1200, 1300 €, si on s'y prend à l'avance, arrivé le jour du départ, mais on n'a que les dépenses pour des visites, pour des excursions, pour son shopping. Selon un sondage réalisé par Calistat en avril 2016, près de 99 000 Guadeloupéens auraient embarqué sur un bateau de croisière au cours des 5 dernières années. Près de 8 personnes sur 10 envisagent de partir en croisière dans le futur. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie du Moule de 8h30 à 13h sur l'Esplanade. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddy Planté.